cœur de l'événement culturel Festif Automena, un moment fort a rassemblé les membres de la diaspora camerounaise et les fils et filles de Fotomena du Benelux autour d'un sujet aussi sensible qu'essentiel, le rôle de la culture dans la consolidation du socle familial et communautaire. Dans une époque où l'éclatement des repères traditionnels met en mal les liens familiaux, le débat organisé lors de ce festival a permis de poser un regard lucide sur les défis que rencontre la communauté camerounaise vivant hors du pays. Le débat a réuni un panel diversifié. Chaque intervenant a apporté un éclairage unique sur l'importance de la culture comme ciment familial et communautaire. Le débat ne s'est pas contenté de faire l'apologie de la tradition. Il a aussi mis en lumière les problèmes qui fragilisent les familles camerounaises vivant à l'étranger, avec une grande franchise. Dans un monde globalisé, la diaspora camerounaise est confrontée à des défis nouveaux. Mais à travers des éléments comme Festif Automena, elle prouve que la culture n'est pas un fardeau du passé, mais une force pour construire l'avenir. Le thème culture, comment transmettre notre culture en diaspora. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Ashley. Voilà, je suis là pour le débat concernant la tradition. En fait, moi je suis coiffeuse et je vis à Liège. Merci. Merci, moi c'est Janvier Tézioué. J'avoue que j'ai souvent du mal à m'exprimer en langue française parce que je suis Yembaphone et promoteur de la plateforme digitale pour l'apprentissage de la langue Yemba. Yemba quoi là, je préfère me présenter sous cet angle-là parce que c'est la casquette qui se tient avec le rôle que je joue ce soir en tant que panéliste. Merci. Bonsoir, moi c'est Tek Rude. Je suis éducateur spécialisé de formation et voilà, je suis là aujourd'hui pour en fait, je vais participer à ce grand débat sur la culture africaine et surtout ménoanaire. C'est pas ménoanaire ou la culture ménoanaire. Je suis là pour donner un petit peu. Et sinon, mon petit nom c'est Foyando. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas qu'on applaudit pour les... Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la thématique communautaire. Cas de la diaspora. La première question sera bien évidemment posée par les femmes et la diaspora. Comment transmettez-vous les valeurs culturelles aux enfants dans un environnement souvent éloigné de nos repères traditionnels? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Cette question sera abordée par Livy Lilebongo, qui est représentée par Ashley Johnson. Ashley, vous avez la parole. Ah ok, désolé, c'est le Livy qui est remplacé par Ashley Johnson. 19 ans. J'ai été vraiment confrontée à ce problème. Comment est-ce que je transmets les valeurs que j'ai reçues de mes parents à mes enfants ici, tout en sachant que mes enfants reçoivent d'autres éducations, que ce soit de la maternelle, que ce soit de la société, de l'école, et aussi voilà, le style de vie que nous menons ici en Europe, en tant que travailleurs, en tant qu'étudiants, ou alors... même si tu ne travailles pas, en Allemagne aussi, il y a la barrière de la langue qu'il faut aussi traverser. Mais c'est une chose qui a été très automatique parce que je pense qu'il faut déjà savoir d'où on vient. Il faut déjà savoir soi-même ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut garder cette culture? Est-ce qu'on veut qu'elle se perpétue? Si oui, comment est-ce que je le fais? Il y a plusieurs choses, il y a plein de trucs que moi personnellement je fais. Déjà j'aime cuisiner les mets traditionnels comme le taro, comme le ndolé, comme le cuit, comme le râpé,
Donc, je suis Fotomena, mais je suis mariée à un Bana. Donc, il faut déjà la culture de Tchang et la culture de Bana, il faut brasser les deux. Ajouter à la culture allemande, donc c'est pas évident. Malheureusement, du côté de la langue, ça a été un peu difficile pour nous, mais côté repas, on a réussi. Le mets préféré de mes enfants, c'est le taro. Donc ça, on a pu les faire aimer nos mets camerounais. La deuxième chose que j'ai fait en tant que maman ou en tant que femme camerounaise, Bamileke, c'est les associations. En 2009-2010 par là, nous avons créé une association des femmes camerounaises à Aachen, dans ma ville où je vis, et ça a été bâti chez moi. Donc, partant de là, mes enfants savent que chaque mois, maman a réunion. Et à la réunion, tout le monde y va. C'est-à-dire, dans la réunion, on a aussi créé des activités qui permettent aux enfants de se rencontrer. Et les enfants, à travers nos rencontres, se sont construits des amitiés. Et là aussi, nous avons des échanges tels que les échanges des tenues, les danses traditionnelles, parce que nous faisons aussi également les trucs comme le voix bébé. Quand il y a deuil, nous faisons les veillées, nous rendons visite. Et ça, j'explique aux enfants, en fait, chez nous, au Cameroun, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ce n'est pas évident pour nous ici, si on a deuil au Cameroun, d'amener un enfant, ou même pas. Bon, la première fois, ils ont quand même assisté à un mariage traditionnel et religieux au Cameroun. Ça aussi, ça les a permis de comprendre comment ça se passe là où papa et maman viennent. Et c'est important. Et il y a aussi les tenues. À chaque fois que quelqu'un vient, on demande toujours un kaba. Et avec le temps, ils sont devenus fans des t-shirts mélangés au pagne. C'est-à-dire les t-shirts personnalisés avec du pagne. Ça, les enfants sont fans de ça parce qu'ils sont habitués à voir le pagne. J'aime m'habiller en pagne. Ça permet aussi aux enfants de comprendre, c'est ici, c'est typique. Je me rappelle la première fois que mon fils allait à la maternelle à Boubou. On lui a dit qu'il est venu à l'école en pyjama. Il est rentré, il me dit, mais maman, c'est un pyjama. J'ai dit, non, ce n'est pas un pyjama. Dis-leur que c'est une tenue très importante chez vous. Ce n'est pas tous les enfants qui marchent dans la rue au Cameroun en Boubou. Donc, dis-leur que c'est une tenue de cérémonie. Ce n'est pas une tenue que tout le monde peut se le permettre. Et à travers ça, ce sont des choses que moi particulièrement j'ai fait pour ancrer ma culture, soit notre style de vie au Cameroun à mes enfants. C'est vrai, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, quand elles mettaient par exemple un mini kaba pour aller à l'école, me disent, mais pourquoi tu mets une robe aussi fleurie? On n'a pas la fête aujourd'hui. Parce que, pourtant chez nous, le kaba pour nous, c'est une tenue de tous les jours. Ce n'est pas une tenue de fête parce que c'est trop voyant, c'est trop... le kaba n'est pas comme une robe simple que tu achètes en été, quoi. Donc c'est trop voyant. Et pour eux, en allemand, c'était difficile, surtout que mes enfants étaient, à la majeure partie, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Encore moins les Camerounais dans les hôtels qu'ils ont fréquentés. Donc là, il faut amener les enfants à accepter déjà que j'ai une nationalité. Et une chose que je dis toujours à mes enfants, malheureusement, notre peau noire ne nous donne pas le lait en Europe. Et ils sont confrontés justement à ça aussi à l'école où on te dit « Non, mais tu es noir, tu es comme un saint. » Non, tu es noir, tu es la meilleure des peaux. Et avec ça, je dis à mes enfants, ici, peut-être qu'on ne voit pas ta valeur. Mais quand tu vas au Cameroun, tout le monde veut être avec toi. Pourquoi? Parce que tu te reconnais et mon fils, il a dans sa chambre son drapeau camerounais. Parce qu'il se dit, il s'affirme en tant que Camerounais avec le temps parce qu'il se rend compte que mais je veux appartenir quelque part. Et c'est ça qui le fait, c'est ça qui est lui, parce que ta culture c'est toi en fait. C'est ce que si tu ne sais pas ce que tu peux manger, si tu ne sais pas comment t'habiller, si tu ne connais pas tes croyances, alors tu es perdu. Tu as beau être l'homme le plus intelligent de la terre, mais tu es perdu. Donc du coup, ce sont ce que je viens de citer, ce sont des choses que moi personnellement, je fais pour garder la culture, pour rappeler à mes enfants que même si vous vivez en Allemagne, vous êtes Camerounais.
même si vous êtes de nationalité allemande. Et je leur dis, l'allemand même, il le dit très définitivement, comment, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est un peu comme pour dire l'allemand camerounais. Le Camerounais est devenu allemand, voilà. C'est-à-dire, je lui dis, on ne va jamais te dire que tu es allemand 100%. On te demande toujours, tes parents viennent d'où? Tu es né ici? Ah oui, mais tes parents viennent d'où? Tu es de quelle nationalité? En fait, tu sors de quel pays? Tu es de quelle origine? Et ça, c'est cette origine-là, c'est ça qui te fait ton toi. Donc, voilà, j'espère avoir partagé un peu avec vous. Merci. Encore pour ces réponses très édifiantes, bien sûr. Ça nous donne en fait un aperçu de ce que nous vivons chaque jour avec nos différents enfants, les difficultés que nous rencontrons en tant que parents ou en tant que jeunes parents. Ceci est important pour prendre connaissance de toute cette expérience que cette grande maman, depuis ses hauts de 15 ans en Allemagne, a pu vivre avec ses enfants, les encadrer jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Pour la prochaine question, nous allons passer là à M. Janvier qui va nous développer la deuxième question qui s'intitule « Quel rôle pensez-vous que les hommes de la diaspora devraient jouer dans la préservation des structures familiales camerounaises, souvent fragilisées par l'individualisme des sociétés occidentales ?» Merci. Il n'y aura pas que des Yembafou, il y aura toute la communauté camerounaise et même les sympathisants. Donc, si de temps en temps, j'ai des difficultés à prononcer certains mots en français et que je les prononce en langue Yemba, veuillez m'excuser. Alors, pour répondre donc à la question, qu'est-ce que les hommes, ou bien quels sont les enjeux liés aux hommes dans la préservation solide, n'est-ce pas, de notre patrimoine culturel? C'est comme ça que moi j'ai reformulé cette question-là pour mieux la répondre. Je vais tout d'abord nous ramener à l'origine même des problèmes culturels auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il faut dire que dans l'Afrique traditionnelle, dans l'Afrique à l'origine, la société était organisée autour de la chefferie. Ça veut dire que tout était tourné autour du chef. Comment ça se passait? Je ne vais pas nous amener dans l'anthropologie parce que là, on va aller très vite. Dans un village que je considère ici comme étant l'aspect géographique dans lequel la société est organisée, parce qu'on ne connaissait pas les pays chez nous, on ne connaissait pas les villes, on ne connaissait pas les départements. Ça, c'est le découpage administratif qui vient par l'administration coloniale chez nous. Mais chez nous, pour rester dans le cas du Cameroun et précisément de l'Ouest Cameroun, c'était les chefs traditionnels qui étaient les propriétaires terriens. Et donc, un enfant du chef pouvait se permettre d'aller créer un nouveau village dans une forêt perdue, pourvu qu'il amène un groupe de personnes qui vont constituer ce village-là avec lui, et il gouvernait donc ce territoire. Et dans ce territoire, les activités coutumières et traditionnelles étaient tournées autour de lui. Ça veut dire que les hommes et les femmes pouvaient aller faire les cultures pour le chef. Les chasseurs devaient apporter les gibiers au chef. Et c'est comme cela qu'on lui faisait allégeance. Et c'est là où notre culture s'est développée. Maintenant, avec l'administration, avec tout ce que nous avons comme modernisme aujourd'hui, on n'est plus appelé à rester enfermé dans nos villages pour dire qu'on n'aura plus la culture pure et les traditions pures. Et donc, pour les raisons d'études, les raisons d'affaires, les raisons même de simple tourisme, nous nous trouvons hors du Cameroun, d'où le thème diaspora. Dans cette diaspora donc, qu'est-ce que nous avons pris dans nos origines, dans ce que nous avons hérité de nos parents pour vivre dans cette diaspora-là, afin de préserver ces valeurs-là? Ça, c'est la question qui m'est posée finalement. Alors, nous sommes venus de quelque part où on avait des coutumes, des traditions et des pratiques qui ne sont plus peut-être à consommer comme à l'origine. Mais comment est-ce qu'on peut faire donc pour qu'il y ait une coalition, c'est-à-dire pour vivre dans le monde actuel en préservant les éléments qui peuvent l'être? Je viendrai donc ici
nous rappeler que l'immigration aveugle, c'est ça qui va peut-être nous poser plein de problèmes dans le cas où nous ne voulons plus reconnaître ce qu'il y avait de bien dans notre culture. Et je vais donc prendre quelques éléments précis pour mieux étirer mes propos. Je commence par le style de mariage que nous avons hérité aujourd'hui dans le monde diversifié, le mariage exogène. Alors, si nous avons un enfant qui est né de 2 Camerounais, dont le papa est bamileke et la maman est nordiste, le problème qui se pose déjà, c'est comment est-ce que les 2 cultures vont coaliser? Est-ce que l'enfant est bamileke ou alors il est mundan? Ça, c'est déjà au niveau interne. Grave encore, à la diaspora, les hommes prennent des femmes occidentales et vice-versa. Les femmes camerounaises prennent des hommes occidentaux. La culture qui sera appliquée à l'enfant sera laquelle? Commençons par la langue maternelle, parce que c'est l'élément essentiel. Comme je me suis présenté en disant que c'est la langue qui m'amène ici. C'est sur ce point-là que je vais donc m'appesantir. Quelle est la langue maternelle d'un enfant qui est né en France et dont le parent est camerounais et dont, disons que le papa est camerounais et la maman est française? Ça, c'est une question que je pose au public. Et j'ai oublié de le dire au départ. Dans mon propos, de temps en temps, on va échanger. Parce que c'est un débat, ce n'est pas une conférence B2C. Donc, on va un peu de temps en temps échanger. À la fois, je demande, quelle est la langue maternelle d'un enfant dont le papa est camerounais et la maman est française? C'est quoi sa langue maternelle? Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un examen, c'est pour qu'on puisse interagir. Comment percevez-vous l'évolution des rôles traditionnels, hommes et femmes, dans la diaspora, et en quoi cela influence-t-il la cohésion familiale et la perpétuation des traditions? Bonsoir. Bon, ici, mon sujet concerne comment les rôles des femmes sont traditionnellement perçus dans la culture camerounaise. Pour moi, je dirais déjà, ayant quitté l'Afrique pour venir en Occident, moi je suis sûre qu'automatiquement les cultures changent. Parce que nous sommes sur un nouveau territoire et parfois on est obligé de s'adapter au système. Mais malheureusement, nous avons nos frères camerounais qui passent le temps à nous apporter le système. Je suis bantou et alors tu es obligé de marcher comme il veut. Il faut savoir un truc. Même dans la Bible, le Seigneur a dit ceci. Dans Genèse 2, verset 18, il dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je vais lui faire une aide semblable à lui. Il parle d'une aide. Il ne parle pas d'une autorité supérieure par rapport à son épouse. Donc, il est censé donner un coup de main à sa femme. Donc, à un certain moment, je vous prie de bien vouloir nous laisser vos histoires de « je suis bantou ». Alors, la femme doit être soumise à l'homme. Chez moi, ça ne marche pas. Et il dit ceci. Il dit ceci. Dans Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ça veut dire, déjà vos histoires de culture là, parfois vous allez au-delà de la raison spirituelle. Bien sûr que parfois on peut garder certains de nos cultures, mais ayez pitié de vos femmes. Les femmes ne sont pas vos esclaves. Ici, mon confrère dit ceci. Comment se fait-il qu'il puisse peut-être donner qu'il puisse informer sa femme de son déplacement? S'il doit aller peut-être dans son village où que ce soit, ça je dis non. Quand on dit, voilà, quand on dit nous vivons en couple, même par raison de sécurité, pour ta famille, tu devrais informer. Parce que lorsque tu sors, tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver dehors. Il faut bien que nous ayons point de repère.
Voilà. Mais lorsque vous mettez... Ici, je me suis perdue un peu. Et ici, vous avez parlé de polygamie. Alors, au niveau de la polygamie, vous avez dit tantôt que dans la polygamie, généralement, on n'entend pas parler de divorce. Le problème, c'est quoi? C'est que vous, la nouvelle génération, lorsque votre choix de polygamie rentre dans la prostitution, nos parents, lorsqu'ils désiraient une autre femme, ils allaient d'abord se concerter avec la première femme. Est-ce que tu aimerais avoir une femme qui pourrait te donner un coup de main? Parce que là, tu n'arrives plus à assumer bien ton devoir conjugal. Surtout au lit. Les enfants sont là. Les travaux domestiques sont là. Et en plus de cela, aujourd'hui, les femmes aussi travaillent au même titre que les hommes. Autrefois, les femmes restaient dans la maison. Elles étaient femmes au foyer, elles ne s'occupaient que de la maison et des enfants. Alors le soir, elles avaient la force de s'occuper de leurs hommes. Vous comprenez de quoi il s'agit, quoi? Voilà. Donc laissez-nous parfois vos histoires qu'à tout moment, après que la femme ait travaillé toute la journée, il faut que le soir, elle fasse ce qu'il faut. Le travail de nuit. Donc, sachez que nous aussi, nous sommes fatigués. Et vous passez le temps à vous contacter de la télécommande, des histoires téléphone, Facebook, YouTube, en train de regarder les histoires politiques. Entre-temps, on se tracasse les doigts. Ça, il faut que nous sachions qu'on doit s'entraider, comme la Bible le dit. Et en ce qui concerne la langue vernaculaire, la langue maternelle, ça, avant on parlait de langue maternelle. Jusqu'aujourd'hui, on essaie de parler de ça traditionnellement parlant. Le blanc, après plusieurs expériences, vu que certaines mamans ne s'adaptaient pas à la langue de leur mari, ne parvenaient pas à s'adapter à la langue de leur mari parce qu'on parlait langue maternelle. Et les enfants étaient un peu troublés. Alors, il fallait que les enfants soient beaucoup plus figés sur une langue pour ne pas être troublés. Alors, on a changé langue maternelle beaucoup plus en langue vernaculaire. Ça, c'est beaucoup plus en Afrique. En langue vernaculaire, pour ne plus perturber les enfants. Et raison pour laquelle les femmes sont amenées, surtout autrefois, les femmes apprenaient à parler la langue de leur mari. Et c'est ça qu'ils transmettaient à leurs enfants. Aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons, psychologiques et tout ce qui va avec, on n'a plus la tête pour pouvoir se concentrer sur cette langue-là. Mais normalement, c'est la langue, pour moi, c'est la langue de l'homme que nous sommes censés apprendre à nos enfants. Parce que l'homme est le pilier de la famille. Voilà. Et maintenant, pour que ces actions puissent se concrétiser, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, je remercie l'association FemCam, l'association Photomena, parce que c'est la base. Nous qui sommes en Occident déjà, parce qu'en venant en Occident, on perd un peu une partie de nos cultures. Alors, il faut déjà, pour concrétiser pour essayer de conserver nos cultures, il va falloir, par exemple, créer des associations, comme l'association Photomena et moi qui viens aussi de l'association Amicale. Nous essayons aussi de conserver nos cultures. Et j'aimerais bien qu'à un certain moment, on étende la fête de culture, qu'on ne se concentre pas uniquement sur le peuple bamileke, parce que l'association qui a organisé cette soirée est du peuple bamileke. Il y a certains qui sont un peu mixés et qui viennent de loin. Voilà. Donc, si on peut un peu dire juste culture sans préciser de quelle culture il s'agit, je serais vraiment content parce que nous sommes tous des Camerounais. Voilà. Comme je disais tantôt, il faut créer des associations, organiser des événements culturels comme cet événement, créer des espaces de dialogue. Comme autrefois, vous voyez, on se rassemblait avec les enfants autour du feu, ce qu'on ne fait plus de nos jours.
on se rassemblait, on racontait des histoires où on disait parfois Aoula, Aoula, histoire raconte. Ça nous permettait de conserver nos cultures, que les enfants comprennent l'histoire de ses ancêtres, d'où ils viennent. Aujourd'hui, les enfants qui naissent en Europe ne connaissent plus leurs origines et c'est au rôle de la femme, ça c'est le rôle principal de la femme. Donc si l'enfant perd ses repères aujourd'hui, on ne pourra que indexer la femme parce que c'est son rôle. Bien sûr que l'homme un peu, comme je disais tantôt, égalité et tout, chacun son rôle à jouer, oui, mais beaucoup plus la femme. Voilà. Et encore, qu'est-ce que je pourrais encore dire ici? En définitive, je dirais, le rôle de l'homme et la femme évolue. Et c'est normal, mais il ne faut pas voir cette évolution comme une menace pour la culture, mais plutôt comme une opportunité de constituer les familles plus équilibrées, plus justes et plus solides, beaucoup plus en diaspora. Merci. Merci beaucoup encore, Ashley, pour ton intervention très remarquable et l'éloignement du pays et à l'influence des cultures d'accueil. Quels sont, selon vous, les leviers pour recréer un tissu communautaire camerounais solide à l'étranger? Monsieur le général Tegueur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Rebonsoir tout le monde. Bon, pour la question 4, je ne sais pas s'il est même encore nécessaire de répondre à cette question, puisque ma sœur a déjà répondu pratiquement à la question. Parce que là, lorsqu'on parle de... quels sont, selon vous, les leviers pour recréer un tissu communautaire camerounais solide à l'étranger? C'est également, bon, selon moi, je me dis, il serait nécessaire justement d'avoir des événements comme l'événement qu'on vit aujourd'hui. Et on a également la création de plusieurs des associations. Ça aussi, c'est un moyen, un moyen idéal en tout cas, qui permet aux Africains, aux Camerounais en particulier, de se retrouver, de parler d'autres choses, en tout cas de parler de ce qui les concerne réellement. Et il y a aussi également, il y a aussi la création, bon, ça c'est surtout pour les hommes, il y a ce qu'on appelle habituellement le 2-0 du dimanche. Ça, je sais, il y a beaucoup de femmes qui sont contre ce 2-0 et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est également un moyen qui permet aux hommes, là je parle principalement des hommes, mais ça c'est un moyen qui permet aux hommes de se retrouver et de parler d'autres choses que de la vie quotidienne, le travail et tout ce qui va avec. Désolé, je veux savoir ce que le 2-0 a à voir avec la culture. Non, mais la culture, c'est quoi? La culture, c'est le fait de se retrouver déjà, le simple fait de se retrouver entre tes frères camerounais. Ça vous permet déjà de parler, comme j'ai dit, ça vous permet de parler d'autres choses. Et là, les autres choses dont je parle ici, c'est principalement des sujets qui concernent votre pays en particulier. Oui. Ouais, en fait, sur le plan social, sur le plan socio-culturel, ça a un impact parce qu'on permet à tout le monde des différentes couches, pas forcément des ressortissants d'un même village ou quoi d'autre, mais ça permet à toutes les couches de se retrouver et d'échanger, de faire des connaissances. Là, c'est surtout plus sur le plan socio-culturel. Les hommes, parce que l'impact que ça a, je le vois pas en fait. J'essaie de réfléchir et voir l'impact du 2-0 du dimanche sur ma vie de famille, de maman. En fait, expliquez-moi un peu. Bon, comme je l'ai dit tantôt, en fait, si tu veux savoir, la question 4, elle n'est pas spécialement basée sur la vie de couple. Là, ici, on a parlé de quels sont les leviers qui permettront de recréer ce tissu communautaire camerounais et autres. Là, on n'a pas parlé de la gestion du couple.
Non, c'est pas discriminatoire. Et quand j'ai pris, les femmes peuvent aussi organiser le dossier, c'est pas interdit. Et quand j'ai pris ma question, quand j'ai pris l'exemple du 2-0, je me suis focalisé sur j'ai pris, j'ai spécifié que là, le 2-0 ici, c'est pour les hommes. Ça permet aux hommes de se rencontrer. Mais ça n'empêche pas que les femmes, souvent aussi, parce que moi, je suis particulièrement dans deux groupes du 2-0, ça n'empêche pas que des femmes se présentent dans les 2-0 habituellement. Il y en a qui viennent, il y en a qui sont dans les comités d'organisation des événements des 2-0 des hommes. Oui. Là récemment, il y a, par exemple en été, il y a plusieurs championnats qui sont organisés par certains 2-0. Et dans les comités d'organisation, il y a plusieurs femmes qui occupent des grands postes. Oui, il y a des femmes qui occupent des grands postes dans le comité d'organisation des événements pour le 2-0. Donc c'est pas totalement discriminatoire comme tu le penses. En fait, je voulais apporter aussi un plus à mon frère par rapport au 2-0 pour vraiment édifier la maman. En fait, nous sommes en Occident, on n'a pas l'occasion de rencontrer nos frères du village. Et c'est parfois quand on se retrouve au 2-0 que je rencontre mon frère du village et que je profite aussi à discuter avec lui en langue maternelle. Voilà, s'il n'y a pas de 2-0, comment ferais-je? Et pourtant, mon entourage, c'est des Européens et peut-être c'est même pas des gens de ma tribu. Je ne sais pas quand est-ce que je parlerai ma langue. Si peut-être je ne suis pas au 2-0. Merci. Merci mon frère. Moi, par exemple, je suis désolé, mais je vais reprendre encore l'exemple du 2-0. Moi, dans un de mes 2-0, il est intitulé Groupement des Africains et des Amis africains des Liège. Et ici, on retrouve toutes les nationalités africaines. Donc, ce n'est pas que Camerounais, on a de tout, Camerounais, Ivoiriens et tout. En tout cas, tous les pays africains qui désirent adhérer à un 2-0, à ce groupe, ils sont invités. Et lorsqu'on se retrouve habituellement, ça vraiment aujourd'hui, je peux me permettre de dire que si je vais en Côte d'Ivoire, je peux prendre un taxi et demander, déposez-moi à tel endroit. Et là, je sais qu'on peut faire telle chose en Côte d'Ivoire. Je peux aller au Bénin, je peux aller dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Et je me permets de prendre un transport et donner au moins une destination. Pourquoi donner une destination et savoir exactement ce que je vais faire dans cette destination-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des amis au 2-0 qui ne sont pas camerounais, mais qui ont une autre culture, qui ont l'occasion de parler de la culture de chez eux, qui ont partagé la culture de chez eux avec moi. Et là, ça m'a permis justement comment dire, j'ai appris quelque chose de nouveau avec ça. Et non, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur la création des associations, des groupements du 2-0. Bon, pour les femmes, je ne sais pas encore ce qu'on va créer, mais bon. Et pour quoi d'autre? Oui, moi je crois que la création des associations et des événements comme les événements qu'on vit aujourd'hui sont pour moi un moyen. En fait, ils sont pour moi un moyen idéal pour pouvoir recréer cette affaire, redécouvrir à nouveau la culture de chez nous, quoi, si on peut dire ainsi. Merci. Merci beaucoup encore pour ton intervention qui était aussi très édifiante. Après avoir vu l'intervention de tout un chacun, de tous les panélistes, on pourra faire un dernier tour de table et aussi passer le micro à ces différents publics pour qu'ils puissent aussi nous donner leurs avis par rapport à ce débat, à cet échange qui a eu lieu, pour donner leur point de vue et aussi pour qu'on puisse s'édifier de leur vécu, de tout ce qu'ils rencontrent par rapport à la question qui a été posée à l'entame de ce débat. Pour faire un dernier tour de table, je vais faire plutôt un tour inverse, comme on a commencé par les dames, bien sûr. On finira par les hommes, bien évidemment.
Et je passe la question pour que M. Janvier puisse nous donner son point de vue de manière globale par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été fait. Tout à l'heure, vous avez vu l'effervescence que mon intervention a apporté et comment la réaction des femmes était agressive. Et c'est cela le problème aujourd'hui en fait. Parce que il faut comprendre que je l'ai fait à dessein. C'était pour qu'on comprenne que notre culture fait vraiment face aux problèmes très graves. Et l'un des problèmes vient des sujets et personne n'a même constaté. Parce que quand Ashley voulait soutenir ses propos, elle a parlé des versets bibliques. Est-ce que la Bible fait partie de la culture africaine? Est-ce que la Bible est un document culturel africain? Si quelqu'un peut renchérir par rapport à cette question. C'est pas pour répondre. Voilà, la salle est un peu calme comme ça, vous comprenez qu'il commence à réfléchir. Parce qu'il faut se dire, qu'est-ce que nous amenons sur le terrain de la mondialisation? Dans notre culture, s'il faut qu'on débatte au niveau mondial de ce que chacun apporte de façon culturelle, est-ce que l'Africain viendra parler de la Bible? L'Africain a-t-il écrit une Bible? Je suis baptisé, confirmé, communié à l'Église catholique. C'est pourquoi vous comprenez que je ne veux pas stigmatiser une religion. C'est pour dire que faisons attention, lorsque nous avons des débats culturels, il faut savoir que nous avons des personnes en face de nous qui peuvent comprendre un peu au niveau plus supérieur que la sphère nationale que nous avons. Alors, je passe sur la question d'utilisation des versets bibliques pour défendre des points de vue liés aux questions culturelles. Pour l'Afrique, pour dire que faisons donc attention, il y a des éléments culturels qu'on peut utiliser pour défendre ces points de vue-là et qui sont vraiment des éléments originaux de chez nous. L'un des problèmes que j'ai évoqué tout à l'heure et qui a surgi comme ça et personne ne s'est encore rendu compte devant nous, c'est l'émancipation de la femme dans la société contemporaine. Parce que quand je parle de l'autorité de l'homme, de la polygamie où l'on faisait régner l'ordre dans la famille et il n'y avait pas de divorce, comme dans les sociétés monogamiques d'aujourd'hui, vous avez vu comment les femmes ont dit non, 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 la femme travaille au même niveau que l'homme. Oui, c'est normal dans la société moderne, tout le monde travaille. Il n'y a plus quelqu'un qui va rester à la maison porter le bébé comme à l'époque. Donc il faut qu'on resserre les touches. Mais si la femme africaine comprend encore la définition de la soumission, qui n'est pas l'esclavage comme Ashley a pu comprendre. Une femme soumise n'est pas une femme esclavagisée. C'est une femme qui sait valoriser l'homme et tirer l'essentiel de ses potentiels pour développer sa famille. Parce que nous sommes en train de parler là de la consolidation du socle familial. Si l'homme se sent étouffé, dominé, aplati, il est mis dehors par la femme, alors il devient un loup pour les autres femmes. Mais quand une femme dit chérie, vraiment je t'écoute, je sais que tu es fatigué, calme-toi, assieds-toi, mange et dors. Même quand elle a tort, cet homme devient un loup malade, il devient un chat. Ça, c'est ce que nos mamans ont su apprendre pour faire calmer leur mari. Et aujourd'hui, avant que Tezoué ne dise que non, c'est la polygamie qui est bien, les femmes disent qu'il dit quoi comme ça? On va le tuer à la sortie de cette salle. Il a osé dire ça. Vous voyez, l'émancipation, c'est aussi un élément fondamental qui est en train de détruire notre culture. L'autre élément qui est toujours arrivé dans cette salle, parce que j'ai fait, tout le monde a vu, c'est ce problème qu'on ne voit pas mais qui est dans nos cœurs. Des nouveaux stéréotypes du genre. Parce que finalement, on ne sait plus si le sexe est égal au genre. Quand nous sommes nés, on voyait qu'il y avait un homme, il y avait une femme. Donc le sexe masculin était pour les hommes et le sexe féminin pour les femmes. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux stéréotypes, il y a des femmes qui sont désormais des hommes, des maris des autres femmes, et les femmes qui sont mariées avec des maris des hommes qui étaient d'abord des femmes et qui aujourd'hui sont devenus maintenant des hommes dont finalement on ne sait plus où on va.
Mais si chacun pense à d'où il vient, comment ses ancêtres vivaient, et il se dit, est-ce que je peux aller dans leur vie, voir ce qui était bien, pour mettre dans mon vécu d'aujourd'hui, afin de ne plus se perdre, parce qu'on est finalement perdu. Et Marcus Garvey avait dit, celui qui ne connaît pas sa culture ni ses origines est comme un arbre sans racines. Quand on va au village, il fait le sacrifice en français, il perd son temps. Tuer la chèvre, tuer le bœuf. L'ancêtre n'a pas appris le français, il n'entend pas. Mais avec votre langue maternelle, vous intercédez avec votre créateur et il vous écoute. Si vous allez au village faire le sacrifice, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas la langue que l'ancêtre ne comprend pas. Quatrième élément, donnons les noms propres ou bien les prénoms de chez nous aux enfants. Quand vous appelez un enfant que baptise, et là je reviens encore aux femmes, parce qu'à un moment donné, l'homme de la diaspora ou bien l'homme moderne d'aujourd'hui n'arrive plus à poser son autorité dans la famille parce que la femme dit qu'on va ouvrir la Bible et prendre un nom et donner à l'enfant. Baptême veut dire quoi dans la langue de ceux qui ont écrit cette langue-là? Pourtant chez nous, le nous, le pour nous, le poteau. Attendez, vous entendez, on appelle une jeune fille Afloua. Ça, la fleur. On appelle l'enfant Nungum, l'arc-en-ciel. Regardez les beaux noms comme ça. Nkwesi, la force de Dieu. Nkundum, le message de Dieu. Voilà les noms qu'on peut appeler les enfants avec. Et ils sont forts, ils réussissent. Parce que ce sont nos noms qui nous portent. Ce n'est pas nous qui portons le nom. Je passe au cinquième élément. Dans la consolidation du socle familial, racontons les contes du soir aux enfants. Parlons-leur de notre histoire. Comment un enfant qui est né en Allemagne, qui vit en Allemagne, ne connaît même pas le nom du village d'origine de ses parents. Racontez les contes de Franck Pombre à vos enfants. Dites-leur qu'il était une fois, le rat montait. Demandez, il y en a des documentaires. Sur YouTube, mettez ça et regardez. Parce que dans ces contes-là, il y a toute notre culture, le vécu. Et ils apprennent à vivre avec cela. Ils ont la crainte du supérieur. De nos jours, les enfants méprisent les gens parce qu'on ne les a pas raconté le conte de celui qui s'est assis sur la chaise du grand frère, ses fesses sont collées sur la chaise. Quand on lui raconte ça, il a peur de s'asseoir sur la chaise d'un aîné. Voilà comment nos parents nous enseignaient. Il n'y avait pas l'école classique, mais l'école était pure. Finissons par demander aux gens d'adhérer aux associations. Oui, ça renforce les liens au niveau communautaire, mais est-ce que les gens ne stigmatisent pas aussi les associations? Parce que les gens ont vécu les messages comme quoi c'est des mauvais cercles, regarde le chapeau que l'autre porte, c'est dangereux, on va t'amener à la chefferie. Le chef n'a pas intérêt à tuer un citoyen. Il en a plutôt besoin qu'on vienne développer son village. Parce qu'il y a beaucoup de messages contradictoires comme ça qui passent. Et le dernier élément, je vais tout simplement demander aux uns et aux autres de prendre notre culture comme vraiment quelque chose de riche, ayant de la substance à exploiter, et non quelque chose de mauvais qu'il faut chasser à coups de hache et de couteau, sous prétexte que c'est dominant, c'est trop dur pour les femmes. Non. Cherchons les éléments qui sont essentiels à l'intérieur, dans notre société contemporaine, et la vie sera encore plus saine. Ah, merci. Comment vous avez su qu'il y avait soif? Bon, je suis aujourd'hui, moi je ne peux pas le faire même les autres. Pas aujourd'hui, pas si vous pouvez là, je n'ai rien là. Nous sommes là, mais après je vous les pas le poser pour désigner. Bon, moi que je suis dit, bon, pas si nous vous pouvez tout ça. Moi je suis dit. Moi je faut voir on doit y aller, on doit y aller, donc je suis là, tout ça. Aujourd'hui, je sais que pour moi on analyse, nous on creuse votre. Moi tu es le vous me dis, moi tu es le vous me dis, ben ne pour. Alors son là, bien sûr, Al-Azim pense beaucoup à Jumi. Un père au couti. Un don c'est normal, le don ça. Moi, je dis, après, on dirait que on doit mettre à tout. Est-ce que tu sais ça? Mbanga, les pères vont aller chic wanji, mais les mots où elle était mji. Wanji, les pères chic mbanga. Mais mi appelle les timbanga. Un père, il est l'Azim père. Il est chez l'Azim père. Donc, l'Azim père, on fait bien. Bon, moi, c'est rien. Mais ça, il est ça.
fait mention de la Bible. Le frère a dit qu'en Afrique, on ne parlait pas de la Bible. Or, mes parents, même mon grand-père avait plus de 100 quelque chose d'années. Il a dit que nous, on savait qu'il y avait un Dieu, mais on ne savait où il était parce qu'on ne le voyait pas. C'est pour ça qu'on choisissait n'importe quoi pour appeler la preuve en est que tous les Bamileke, quand même, chacun connaît le nom de Dieu en son patois. J'espère que c'est vrai. Oui, et il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait même pas les Écritures. Jésus même n'était même pas sur la terre. Ceux qui ont régné savaient bien qu'il y avait un chef suprême. Et c'est ça qui faisait que chacun donnait le nom. Donc aujourd'hui, parler et faire mention de la Bible est venue seulement nous éclairer et nous montrer que ce Dieu est invisible. C'est beaucoup de choses vraiment. Comme vous êtes loin des parents, vous vous fichez vraiment de ce que nous vous avons appris. Et ça vous rattrape. Ça vous rattrape parce que réellement, quand il y a l'amour dans le mariage, il n'y a pas de discussion sur l'argent. Mais vous avez placé l'argent avant l'amour. Et ça ne peut pas donner que chacun vraiment sorte d'ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais un peu revenir sur l'intervention de notre sœur qui a parlé en dernière position concernant la place de la femme en Europe. Quand je l'entends parler, j'ai comme l'impression que nos sœurs ici ont oublié l'éducation que nos mamans ont de nos pays. Je ne prends pas le parti des hommes, je sais que les hommes ont raison, mais je pense que moi j'ai vécu particulièrement dans une famille de 7 enfants avec les grands des 10. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais su si mon père donnait l'argent à ma mère. Je n'avais jamais su parce que tout ce qu'on avait comme besoin, c'est ma mère qui le faisait. Ma petite soeur qui était là, elle était comme la mère de la maison. C'est-à-dire qu'il y avait cette éducation que ma mère leur a donnée depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui qu'elle est une femme. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, nos sœurs qui arrivent ici, elles oublient vraiment cette éducation-là et elles copient l'éducation de l'Europe parce qu'il y a ce système de féminisme-là qui s'est mis en place. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'elles vivent dans un système qui est politisé dans l'environnement où nous vivons. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays de consommation. Ça veut dire que ça plaît à ce système de détruire les familles. Et il y a un philosophe qui a dit, que je ne me rappelle plus du nom, que dans une famille où il n'y a pas un père, les enfants grandissent sans repère. C'est les mamans qui éduquent nos enfants, mais c'est le père qui choisit la trajectoire de ses enfants. Mais si dans cette famille, il n'y a pas de père, ça devient un problème. Et c'est cette émancipation-là qu'on a donnée à la femme en Europe. De comprendre que non, si je me plains, je peux mettre l'homme dehors. Et ça, c'est un problème. C'est un problème majeur. Je me dis pourquoi, parce que nos sœurs qui sont ici, qu'elles arrivent ici, elles se disent, oui, je vais être un peu longue. Elle se plaint et on donne tous les pouvoirs, on donne tous les droits. Elle n'a pas pensé au futur. C'est que quand le temps arrive, 40, 45 ans, elle se retrouve seule. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous avons des estimations qu'on le voit. Nos sœurs qui divorcent à 30, 34 ans, 45, elles sont sur TikTok en train de chercher le mariage, chercher l'amour, alors qu'elles ont oublié leur mari dehors. Je crois que vous savez, je ne suis pas c'est une réalité. C'est réel. C'est réel. Pourquoi? Parce que le système dans lequel nous vivons est fait pour détruire les familles, parce qu'on sait que la famille, c'est la base de la société. Nous allons aller en Afrique, on va regarder. Aujourd'hui, nos mamans font quoi? Malgré. Ma mère, par exemple, elle travaille, elle fait ses petits jobs et tout, mais elle donnait même l'argent à mon père pour faire certaines choses, pour guider, pour l'accompagner. Vous comprenez? Si une femme, si elle te donne l'argent, il faut que c'est tout le cas, si c'est qu'elle t'a donné. Et parfois, elles oublient qu'elles sont devant les enfants pour te parler. Moi, je vais dire aussi un truc, c'est que nous, les hommes, on a transposé la culture, l'autorité que nos parents ont donnée au pays pour amener en Europe, ce qui n'est pas normal. Oui, nous sommes là, on dit on est des hommes autoritaires, on doit prendre de la charge de la maison. C'est bien vrai. Nos parents, je le dis encore aujourd'hui, notre maman qui est là, je crois que je ne sais pas si elle vit ici, voilà des frères. Moi, j'aimerais pour nos enfants aujourd'hui, moi particulièrement, je dis, j'ai mon garçon, je l'éduquerai sur ce que c'est que le mariage. Parce qu'on n'a pas éduqué les garçons sur ce que c'est que le mariage. On a éduqué la femme, on a éduqué si tu es soumis à ton mari, mais on n'a pas expliqué à l'homme ce qu'il doit être. On a fait comprendre à l'homme que non, tu es l'homme de la maison, ta femme n'a rien à te dire.
Et c'est ça, quand on arrive ici, on transpose, on arrive ici, on arrive dans un foyer, on est une femme qui partage les parts financières. Parce que les divorces en Europe, 80% sont problèmes financiers. Ce n'est pas une question d'amour, c'est un problème financier. Et si vous avez remarqué, les couples qui se séparent, après 3 ans, ils veulent se remettre, chacun de son côté, on gère les enfants, et puis on peut se revoir, on continue à faire une relation extra-conjugale. Alors qu'ils étaient dans une maison, ils ont fait 15-20 ans ensemble. C'est ce qui n'est pas normal. Moi, je pense que ce que ma soeur a dit, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense qu'on devrait continuer à éduquer nos enfants, surtout nos filles, nos garçons, dans le même sens et de leur faire comprendre que le mariage, ce n'est pas l'amour, c'est un engagement. Voilà, à partir du moment où tu es amoureux de ta femme, de ton mari ou quoi que ce soit, l'amour, c'est comme des copains. À partir du moment où vous êtes engagés, à dire que nous prenons ensemble une même route, c'est un engagement, c'est jusqu'à la fin de la vie. Ce n'est pas que demain, je ne sais pas. C'est pourquoi on nous dit même dans nos cultures, dans nos villages, quand on fait la route, on dit, les parents disent parfois que ce que nous prenons, nous ne fournissons plus. Ça veut dire qu'on ne remet plus. Ça veut dire que comment tu donnes la mariage, c'est pour que tu ailles directement chez cette famille-là. Et une fois deux familles se marient, ça devient une seule famille. Moi, c'est ce que je voulais dire, que nous essayer de penser à ça et que nous, garçons, commençons aussi à penser à ça. Le mariage, ce n'est pas fait, c'est un peu un voie bébé. Non, c'est un engagement. En principe, pour moi, nous devons comprendre une chose, c'est que quand nous sommes dans une société, il faut que nous apprenions à comprendre les réalités de cette société. Par contre, ici, par exemple, ici en Europe, le but des Européens, c'est d'avoir une masse ouvrière. Alors, la masse ouvrière vient plus de l'étranger. Alors, pour pouvoir atteindre ce but-là, ils doivent détruire les familles. C'est pourquoi on donne la liberté à la femme afin que cela puisse détruire les familles. Raison pour laquelle cela est fait. Et pour cela, il est important, si vous pouvez remarquer ça, même dans les services sociaux, toutefois qu'une femme va là-bas, quand elle revient, elle change. Pourquoi? Parce que nous qui venons, si nous sommes ouvriers aujourd'hui, ils aimeraient également demain que nos enfants deviennent des ouvriers de leurs enfants. Alors, sachant que nos enfants seront les ouvriers de leurs enfants, pour atteindre leur but, il faut automatiquement qu'on détruise la famille. Ça veut dire qu'il y ait une mauvaise compréhension entre le père et la mère, comme ça les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, forcément ces enfants ne feront pas des hautes études. Vous verrez que les enfants qui grandissent ici n'y vont jamais à l'université. 80% de ces enfants ne vont pas à l'université. 80% de ces enfants finissent à être ouvriers. Et quand ils finissent ouvriers, ils sont obligés de devenir des ouvriers de leurs enfants. Donc le but de l'Européen, c'est de nous esclavagiser jusqu'à la dernière génération. C'est la raison pour laquelle nous font. C'est maintenant à nous d'avoir la maturité. Vous verrez par exemple d'autres cultures. Je prendrai par exemple les Pakistanais, d'autres personnes. Vous voyez que le divorce est rare dans ces milieux-là. Pourquoi? C'est vrai qu'ils intègrent également ces milieux maintenant, mais les divorces sont rares. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de garder leur culture. Pour moi, je me dis juste que si nous gardons notre culture et que nous nous respectons, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, surtout quand on décide de se marier et avoir des enfants, on ne pense qu'à soi, on pense plutôt à ces enfants-là et comment est-ce qu'ils vont grandir et devenir des gens demain. Alors si on a cette mentalité-là, on sera prêt à braver toutes les souffrances afin de pouvoir atteindre le but. Merci. Une culture bien transmise est une famille qui tient. Une famille qui tient, c'est une communauté qui avance.